À tous, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va. Bienvenue à à la 13e édition de nos webinaires intitulés Le Café des Alliés. Déjà, nous allons remercier énormément M. Balima et Mademoiselle Siribier pour... Allons remercier M. Balima et Mademoiselle Siribier pour avoir accepté d'animer ce webinaire de ce soir. Donc, je vais déjà vérifier s'ils sont là. M. Balima, vous m'entendez? Oui, bonsoir, M. Ouedraogo. Je suis bien là. Mademoiselle Siribier. Bonsoir, M. Ouedraogo, je suis là. D'accord, Dieu merci. D'accord, nous avons déjà assez de participants, 42 participants. Je pense que vous pouvez déjà commencer, si tout le monde est prêt. D'accord. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous accueillir à la 13e session de webinaire dans le thème de la maîtrise des problèmes liés aux retenues à la source. Obligation, contrôle, minimisation des risques de redressement. Je suis Asita Tessima Siribier, auditrice comptable et financière au sein du cabinet Fidali, et je suis chargée de modérer cette session. Avant tout propos, il est important de savoir que la retenue à la source est une méthode fiscale par laquelle l'impôt dû par un contribuable est directement prélevé sur son revenu par le payeur avant même que le revenu ne soit versé au contribuable. Elle est une composante essentielle du système fiscal, impactant tant les entreprises que les parties. Cette session vise à fournir des réponses claires et des solutions pratiques aux questions que vous pourriez avoir sur la retenue à la source. Elle se déroulera en deux grandes étapes. La première partie pour la présentation et la seconde partie pour les questions-réponses. À ce niveau, je vous encourage vivement à participer, à poser vos questions et à partager vos expériences, pourquoi pas. Ensemble, nous allons approfondir notre compréhension de la retenue à la source et nous assurer que chacun quitte cette session avec des connaissances utiles et applicables. Donc, afin d'éclairer notre lanterne sur cette thématique, nous avons fait appel à M. Abdourachid Balima, qui est un assistant comptable et fiscal et qui est formateur des logiciels Sage 100 et Sage Pay. Donc, sans plus tarder, nous allons laisser la parole à M. Abdourachid Balima. M. Balima, vous avez la parole. Okay. Merci beaucoup, mademoiselle Sylvie, et bienvenue à tous les participants à ce webinaire. Et bon, par rapport à l'entame du thème d'aujourd'hui, je crois que mademoiselle Sylvie a déjà tout dit. Et sur ce que c'est que les retenues à la source. Maintenant, non, on va juste approfondir un peu pour voir, parce que quand on parle de retenues à la source, il y a pas mal de taux qui s'appliquent et dans quelles circonstances ces différents taux sont appliqués. Et comment nous, en tant que gestionnaires aussi, dans nos entreprises, nous pouvons déjà nous faire un autocontrôle pour nous assurer qu'il n'y a pas de biais dans les différentes déclarations afin de minimiser les différents redressements. Et pour finir, on va finir par des conseils et bon, pour dire des bonnes pratiques à mettre en place au sein de votre entreprise afin de bien suivre les différentes retenues à la source. Donc, il faut dire ici, ce sont les retenues à la source opérées. Voilà, nous ici, on est, et la présentation est faite selon le fait que l'entreprise est fournisseur. Voilà, et c'est sur l'entreprise où on opère les différentes retenues. Ah, vous n'avez pas encore partagé, parce qu'on ne Non, voit non. pas. D'accord, Non, je n'ai merci. pas encore partagé. J'ai partagé d'ici là. Donc, comme je disais, je réponds comme Madame Sylvie l'a si bien dit. Je réponds au nom de Balima Abdul Rachid et assistant comptable et fiscal avec plus de 4 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité ainsi que dans la fiscalité. Donc, j'accompagne pas mal de gestionnaires au niveau formation, au niveau aussi suivi comptable et fiscal. Donc, formation CIS paie également. Donc, à l'issue de la formation, et bien sûr, les coordonnées seront partagées pour toute personne qui a besoin d'accompagnement spécifique lié à des logiciels ou bien lié même à la comptabilité ou à la fiscalité. Donc, bon, je ne sais pas, mademoiselle Sylvie. Et je crois qu'il y a une main levée.
Il y a M. Zongo, Oui, ou Madame Zongo plutôt. il y a Madame Kiswensida Aïda Zongo. Oui. Madame, vous avez quelque chose à dire? Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran et on va commencer la première partie de cette session. Et c'est comme Mademoiselle Sylvie l'avait dit au tout début, c'est avant tout un échange. Voilà, c'est pas un déroulement. Donc, à la fin, en plus des questions, voilà, s'il y a des partages également d'expériences, voilà, on pourrait bien sûr se partager les différentes expériences et répondre aux différentes questions, bien sûr. Donc, bon, le thème, bien sûr, c'est maîtriser toutes les facettes liées aux retenues et à la source. Et ça va consister, bien sûr, à étaler les différentes obligations en matière de retenue et quels sont les contrôles à mener et pour finir, les bonnes pratiques qui vont nous permettre de minimiser les risques de redressement et sur les retenues à la source. Donc, c'est co-animé par Mademoiselle Siribi et moi-même, Monsieur Balima. Et c'est une initiative, bien sûr, de Futurs Alliés, comme on l'a si bien présenté, qui a un objectif de créer un espace de rencontre et d'échange entre professionnels et divers secteurs et bien sûr faciliter la transmission également de connaissances et de l'expertise à travers des formats webinaires sur des thèmes variés tels que gestion de risque, contrôle interne et comptabilité fiscalité. Et la participation, comme vous le constatez, est ouverte à tout le monde. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons une fois de plus vous souhaiter la bienvenue. Et si vous remarquez ici, il y a un nota bene qui est précisé parce que quand on parle de retenue à la source, il y a plusieurs retenues à la source. Voilà, l'UITS est une retenue à la source. Donc, nous avons cité les retenues à la source qui ne sont pas pris en compte au fait dans ce module. Donc, nous avons l'UITS, nous avons l'IRF, nous avons l'IRCM et nous avons également les retenues libératoires sur les gains de paris et autres jeux de hasard et les prélèvements. Donc, cette session va s'articuler autour de ce plan. On va voir d'abord le contexte, ensuite le cadre législatif et en troisième position, on va voir les différents taux applicables en matière de retenue à la source. En quatrième position, nous allons voir quels sont les risques liés au traitement des différentes retenues à la source. Et en cinquième position, bien sûr, nous allons voir comment on contrôle, comment on fait un autocontrôle. Et pour finir, nous allons aborder les bonnes pratiques à mettre en place pour minimiser les risques de redressement en matière de retenue à la source. OK. D'abord, il faut dire que dans plusieurs articles du Code général des impôts, il est dit que les impôts sur les bénéfices sont calculés et perçus en fin d'année, c'est-à-dire après élaboration des états financiers, que l'on détermine l'impôt sur le bénéfice et on procède aux différents paiements. Mais dans le même temps également, il faut que l'on constate que l'État a besoin de ressources pour ses dépenses mensuelles. Donc, comment l'État va faire si déjà l'impôt sur les bénéfices qui fait partie des impôts qui contribuent énormément au budget de l'État. Voilà, comment l'État va faire pour pouvoir faire ces dépenses mensuelles-là si l'impôt est perçu en fin d'année. Donc, c'est dans ce cadre, bien sûr, que dans le même code des impôts, voilà, il y a eu des lois qui portent sur avance sur impôt. Voilà, c'est de là qu'est né le terme retenu à la source. Mais nous tenons bien sûr à préciser que les retenues à la source que nous allons aborder ici, toutes les retenues ne constituent pas une avance d'impôt. Voilà, il y a certaines retenues qui constituent des avances d'impôt, mais il y a ce qu'on appelle également les retenues à la source libératoire. Au niveau du cadre législatif, tout d'abord, qui retient? Qui fait une retenue à la source? Il faut dire que c'est tout débiteur établi au Burkina Faso. Voilà, c'est précisé au niveau de l'article 206, alinéa 1 et 2 du Code général des impôts. Maintenant, sur qui on retient une retenue? Donc, la retenue, mademoiselle Sylvie.
Je crois qu'il y a un micro qui est activé. Je ne sais pas si c'est le micro ici. C'est M. Abdallah Emma. S'il vous plaît, vous pouvez éteindre votre micro. Monsieur Abdallah Emma. Voilà, vous pouvez continuer, monsieur Badima. Ok. Monsieur Badima, même s'il y a un micro qui est ouvert, il faut continuer seulement. Moi, je peux couper les micros déjà. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Voilà, donc, les retenues à la source sont opérées sur tout fournisseur de services qui ne dispose pas d'une attestation d'exonération et également sur les contribuables qui relèvent du régime non déterminé. Donc, à ce niveau, il faut dire que, par défaut, les contribuables de la DGE, c'est-à-dire la Direction générale la direction des grandes entreprises plutôt, sont exonérés. Mais dans la pratique, ce qui est conseillé, vous en tant que comptable, même si vous opérez avec une entreprise qui relève de cette direction-là, il faudra que vous lui demandiez l'attestation d'exonération parce qu'eux aussi, ils ont l'obligation de faire une demande d'attestation d'exonération chaque année. Maintenant, sur quoi la retenue porte? Donc là-bas, il y a plusieurs éléments, puisque ça dépend du type de retenue. Il y a d'abord des retenues qui portent sur les montants de prestations supérieurs ou égales à 50 000. Il y a ensuite des retenues qui portent sur tout le montant facturé. Il y a également des retenues qui portent seulement sur des prestations en matière de transport routier. Et il faut dire que les retenues à la source sont déclarées et reversées au plus tard le 15 du mois suivant. Voilà, si vous êtes au mois de mai, les retenues que vous avez eu à opérer au titre du mois de mai doivent être déclarées au plus tard le 15 juin de la même année. Et lorsque vous faites votre déclaration de retenue, en plus, parce qu'il y a un canevas type pour la déclaration qui a rempli, maintenant que nous sommes sur e-Syntax, bon, le canevas est déjà sur e-Syntax, lorsque vous renseignez, tout est bon. Maintenant, en plus de ce canevas-là, vous devez annexer un fichier. Et là, nous avons essayé de lister l'ensemble des informations qui doivent figurer sur ce fichier annexe-là. Nous avons le nom, prénom, selon ou la raison sociale, selon qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale. Nous avons la profession ou l'activité et de la personne sur qui vous avez opéré la retenue, son adresse géographique ainsi que postale. Il y a sa nationalité, si c'est une retenue qui porte une prestation étrangère et une facture d'un fournisseur étranger. Nous avons la nature des prestations qui ont été fournies, selon qu'il s'agit d'un non-résident ou bien qui relève du régime non déterminé. Nous avons le IFU. Voilà, le IFU, c'est lorsque la personne, bien sûr, est résident et que la personne a un numéro IFU. Nous avons la date et le montant de la facture où la personne est résident. Nous avons la date et le montant des différents paiements que vous avez eu à opérer. Pour finir, nous avons le montant de la retenue que vous avez opéré sur cette facture. Ici, nous avons dit au tout début que certaines retenues constituent une avance sur impôt, d'autres non. Maintenant, les retenues non libératoires qui constituent un acompte sur impôt sont imputables sur les cotisations du minimum forfaitaire de perception, sur les acomptes provisionnels et sur les cotisations d'IS, IBICA, bon, sur les cotisations d'impôt sur les bénéfices au titre du même exercice. Ça veut dire que là, on a un peu fait un petit décalage parce que là, on prend le cadre là où c'est vous qui avez suivi la retenue. Voilà, si c'est vous qui avez suivi la retenue, lorsque vous déclarez votre minimum forfaitaire de perception, vous avez la possibilité, si le minimum fait 500 000 et que vous avez suivi des retenues à hauteur de 50 000, vous avez la possibilité d'impacter ces 50 000 sur les 500 000. Là, vous devrez à l'État 450 000. Voilà. De même, si c'est sur les acomptes provisionnels, de même que si c'est sur votre impôt en fin d'année que vous avez eu à déclarer à l'issue de l'établissement de vos états financiers. Au titre du même exercice. Maintenant, lorsque vous avez suivi une retenue en 2023 et que tout au long de 2023, vous n'avez pas pu imputer cette retenue à la source-là sur ces trois éléments que nous avons cités, l'exercice 2024 qui va suivre, puisque c'est une continuité, vous n'avez pas tout imputé, il reste. Vous avez un droit envers l'État. Mais
le Code général des impôts ne vous permet plus d'imputer ces retenues-là sur le minimum forfaitaire de perception et sur les acomptes provisionnels. Vous pouvez juste les imputer sur les cotisations relatives aux impôts sur les bénéfices en fin d'année. Donc, en matière de taux, bien avant qu'on ne commence à présenter les taux, parce qu'il y a plusieurs taux, et ces multiples taux-là se basent bien sûr sur plusieurs hypothèses qui ont été émises par le Code général des impôts. Donc, nous allons d'abord prendre un premier cas qui porte sur le fournisseur non résident. Voilà, lorsque vous traitez avec un fournisseur non résident, à quel moment vous opérez la retenue à la source? Donc, il y a un tableau synthétique qui a été fait. Et à gauche, vous allez voir la zone de résidence, ensuite la nature de la prestation, le taux de la retenue. Bon, et à titre d'information, nous avons précisé les articles du Code général des impôts qui traitent de ces différents éléments-là. Donc, pour ceux qui sont de l'UEMOA, il y a les pays qui sont dans l'espace UEMOA, ou bien, et bon, je n'ai pas dit ou bien, qui sont dans l'espace UEMOA et la Tunisie, pour toute prestation de service, pour toute opération de transport routier, il n'y a pas de retenue à faire. Parce qu'il y a une convention qui lie les différents États de cet espace-là. Donc, il n'y a pas de retenue à opérer. La retenue est de 0%. Mais, je tiens à préciser, bien sûr, si quelqu'un vous dit qu'il est, par exemple, en Côte d'Ivoire, cette personne-là, si vous avez une affaire avec lui, il dit qu'il est en Côte d'Ivoire, sa facture, bien sûr, c'est en Côte d'Ivoire. Vous n'opérez pas de retenue. Lors d'un contrôle, on va vous redresser. Si vous ne demandez pas ce qu'on appelle la domiciliation fiscale. Voilà un papier qui doit vous remettre, qui prouve bien sûr qu'il est imposé en Côte d'Ivoire. Voilà, ce n'est pas parce qu'il est en Côte d'Ivoire qu'il n'y a pas de retenue. Non, il faut la domiciliation fiscale, bien sûr, l'attestation de domiciliation. Pareillement au niveau de la Tunisie. Bon, pour tous les exemples que nous, on va donner, bien sûr, ici, il faut une attestation de domiciliation. Maintenant, pour les États membres de la CEDEAO et qui ne sont pas dans l'UEMOA, nous avons cité ces différents États-là. Ça porte, la retenue porte sur les opérations de transport routier. Bon, je n'ai pas dit la retenue porte sur les opérations de transport routier. Sur les opérations de transport routier, la retenue est de 10%. Mais bon, vous savez que récemment, le Burkina Faso ne fait plus partie de la CEDEAO. Donc, il faut attendre les prochaines lois de finances, voilà, pour pouvoir mieux être situé par rapport à cette disposition-là. Si ça va tenir toujours ou bien si ça... Bon, on va laisser tomber. Voilà. Donc, à défaut de tous ces trois cas que nous avons cités là, toute autre opération que vous avez eu, toute autre prestation de service que vous avez eu avec un étranger, la retenue à opérer est de 20%. En dehors de ces cas que nous avons cités. Donc, le deuxième cas va porter sur le fournisseur résident. Et à ce niveau, il y a d'abord la distinction en matière de contribuable, la distinction en matière de nature de la prestation. Et pour finir maintenant, nous avons le seuil, à partir de quel moment la retenue doit être opérée. D'abord, pour ceux qui relèvent du régime simplifié, du régime normal, de la contribution de micro-entreprise ou bien de la contribution spéciale sur l'élevage, pour eux là, lorsque la prestation concerne des travaux immobiliers et travaux publics, et que le montant de la prestation est supérieur ou égal à 50 000, la retenue à opérer est de 1%. À défaut de ça, sur toutes les autres prestations, toujours avec le même seuil, la retenue à opérer est de 5%. Maintenant, pour un contribuable qui n'a pas de IFU et qui n'est pas salarié, pour toute prestation de service, la retenue est de 25%. Et au niveau maintenant du régime non déterminé, parce qu'il y a plusieurs catégories d'entreprises qui sont logées dans le régime non déterminé. Nous avons d'abord les entités publiques et parapubliques.
pour toute prestation de service avec ces entités-là, la retenue à opérer est de 5%. Et là-bas, il n'y a pas de seuil. Il n'y a pas, il faut que le montant là atteigne 50 000. À partir de 0 francs, lorsqu'il y a une opération, la retenue à opérer est de 5%. Au niveau des organismes tels que les ONG, les associations, les organisations gouvernementaux et assimilées, la retenue à opérer là-bas est de 20%. Si l'on continue, nous avons les vacataires également qui sont rangés dans cette catégorie de régime non déterminé. Il y a deux types de vacataires. Il y a les vacataires au titre d'enseignement. Leur retenue est de 2%. Là-bas aussi, la valeur, là, c'est à partir de 0 francs. Nous avons les personnes physiques non salariées. Donc, il y a des personnes physiques qui ne sont pas salariées. Maintenant, leur nature de prestation, là, on va trouver ça beaucoup plus dans les entreprises de BTP. Ils sont dans les prestations manuelles, les rémunérés. Ils sont rémunérés à temps, au fait, à la tâche ou bien à la pièce. Donc, pour eux, la retenue est fixée à 2% également. Maintenant, pour un salarié ou pour un non-salarié, mais c'est une personne physique quand même, qui n'est pas professionnel indépendant, lorsqu'il fait des prestations intellectuelles qu'il accomplit occasionnellement, c'est-à-dire ce n'est pas son activité principale, la retenue à opérer sur lui est de 10%. Sur le vacataire au niveau médical, la retenue à opérer est de 10%. Donc, il y a une nouvelle disposition. Bon, ça, nous, on ne l'a pas ajouté dans le tableau, on l'a juste mis en remarque. C'est dans le cas où lorsque, je vais prendre vous en tant que personne physique, vous réalisez une prestation, mais pas au Burkina. Vous réalisez une prestation, par exemple, en Côte d'Ivoire. Normalement, la Côte d'Ivoire ne doit pas vous opérer une retenue. Donc, ce qui est dit, c'est que les impôts vous demandent de faire vous-même la déclaration et de procéder au paiement de la retenue au niveau des impôts. Donc, au niveau des risques, il y a deux catégories que nous avons pris ici. Il y a d'abord le défaut de déclaration. Le défaut de déclaration, c'est lorsque vous déclarez moins ou bien vous ne déclarez pas. Voilà. Vous pouvez déclarer aussi et que vous ne payez pas. Donc, tout ça, lorsque vous êtes dans cette situation-là, vous êtes confronté à un redressement lié à la retenue à la source que vous n'avez pas opéré ou bien que vous n'avez pas opéré parce que vous pouvez opérer et puis moins. Donc, la partie non opérée, là, on peut vous redresser sur ça. Et à tout redressement également, il est lié des pénalités qu'on appelle pénalités d'assiette ou bien de recouvrement selon le cas. D'assiette si vous n'avez pas déclaré, de recouvrement si vous n'avez pas payé dans le temps. Donc, lorsque la retenue n'est pas opérée ou bien la retenue opérée est insuffisante, le risque de pénalité là est de 25%. C'est-à-dire on va multiplier le montant de la retenue redressée là par 25% et ça va constituer votre pénalité. Lorsqu'il s'agit d'un retard de paiement, si vous opérez une retenue et que vous faites un retard, la pénalité est de 15% par mois ou par fraction de mois. Par fraction de mois, c'est-à-dire quoi? Un mois commencé est déjà considéré. Voilà, un mois commencé est déjà considéré comme un mois entier. Donc, et nous avons lorsque vous faites les retenues et que vous ne payez pas dans un délai de 3 mois, la retenue là, et la pénalité, bien sûr, est à 200%. Donc, comme information aussi, il faut savoir que lorsque vous faites l'objet d'un redressement, les différents droits de l'État, que ce soit simple ou que ce soit les pénalités, ne sont pas déductibles lorsque vous allez calculer la base imposable de votre impôt sur les bénéfices. Donc, vous devrez réintégrer ça si c'était enregistré en charge. Donc, comme deuxième cas de risque également que nous rencontrons, bon, ça c'est en quelque sorte, je vais dire, c'est comme si c'était une insuffisance au fait du dispositif fiscal. Parce que vous allez remarquer que
il y a plusieurs taux. Le temps même que vous allez prendre même pour traiter une retenue. Bon, si ce temps-là, on allait chiffrer ce temps, vous allez voir que la retenue que vous avez opérée, que vous allez reverser à l'État, l'apport économique par rapport au temps que vous avez perdu pour pouvoir faire cette retenue-là, c'est complètement disproportionné. Donc, c'est là où on dit que, par exemple, si vous prenez un plombier qui a un IFU et que la prestation est de 50 000, vous allez opérer une retenue de 500 francs que vous devrez reverser. 500, là, je crois, c'est à hauteur de 10%, parce que on le considère comme un régime non déterminé. Donc, le temps qui sera consacré au traitement de cette retenue-là est bien sûr économiquement incohérent par rapport à l'avance des trésoreries que vous faites à l'État. Donc, ici, c'est en quelque sorte un appel à l'État pour qu'on puisse revoir ces différents taux, voilà, les diminuer, voilà, pour que ça soit beaucoup plus synthétique, quoi. Donc, en matière de contrôle, donc, nous avons fait 2 cas également. Selon que vous faites face à une retenue, que pour l'opérer, il faut vérifier le seuil de 50 000. Ça veut dire qu'il faut que la retenue atteigne au minimum. Et le montant de la prestation, bien sûr, atteint au minimum 50 000 avant qu'on ne parle de retenue. Donc, nous avons tenu, bien sûr, à identifier d'abord quels sont les comptes de prestation, voilà, comptablement. Donc, ces comptes-là, ça suppose qu'il y a un bon enregistrement comptable et une bonne comptabilisation comptable. Si vous prenez, par exemple, un achat d'articles, vous mettez dans un de ces comptes, bon, vous n'allez pas considérer ce compte-là comme un compte de prestation, bien sûr. Là, c'est vous qui avez fait une mauvaise comptabilisation. Donc, nous avons le 60-57, le 60-58. Le 60-58, c'est une partie du 60-58, hein, et nous avons le 61 jusqu'au 63. Tous ces comptes-là, au niveau des impôts, ce sont des comptes qui sont considérés comme des comptes de prestation. Donc, à partir du moment où vous logez un montant dans ce compte-là, vous devez vous assurer, bien sûr, que en matière de retenue, ça a été opéré si ça respecte, bien sûr, les différents critères. Donc, en plus de cela, vous allez filtrer vos opérations de plus de 50 000. Comme on l'a dit, c'est pour les retenues pour lesquelles il faut vérifier d'abord le seuil de 50 000. Donc, vos opérations de plus de 50 000 qui ont été payées, parce que la retenue n'est demandée au niveau des impôts que lorsque vous payez le montant de la prestation. À partir du moment où vous ne payez pas d'abord le fournisseur, les impôts ne peuvent pas parler de retenue à la source. Mais lorsque vous payez et que vous n'opérez pas, c'est là maintenant que vous êtes en porte-à-faux avec le texte de loi. Donc, en plus de ça, il y a une maquette que nous avons ici qui vous permet de comparer vos données comptables et les données issues au fait de vos différentes déclarations. Donc, nous allons ouvrir ce fichier Excel-là. Regardez, on dirait le lien, je ne sais pas, le lien ne donne pas ou je ne sais pas. Voilà, c'est là. Donc, c'est un long tableau, mais nous allons juste prendre un compartiment de taux parce que absolument tout le reste, c'est la même chose. Le tableau est juste long parce que c'est fait conformément aux différents taux, voilà, que nous avons au niveau des textes de loi. Donc, quand nous prenons au niveau des 25%, vous allez voir comme rubrique, nous avons le montant des paiements bruts, nous avons le montant des retenues que vous avez à déclarer. Là-bas, c'est une formule qui est faite. Nous avons le montant comptabilisé et nous avons un écart. Donc, l'écart, là, vous permet de connaître quel est le montant de la retenue qui a été comptabilisé et qui n'est pas déclaré, ou bien est-ce qu'il n'y a pas de biais au niveau de mes déclarations là. Lorsque, par exemple, je déclare plus. Mais suivez moi, ça fait des échos, c'est pour ça que j'entendais ma propre voix. Et au niveau des paiements bruts, c'est sur la base des... Parce que lorsque vous déclarez, il y a un justificatif au fait de déclaration. Voilà, donc c'est là-bas que vous allez prendre le montant brut en fonction du taux. Vous allez renseigner. Voilà, au titre, ça veut dire c'est en fin de mois que vous faites ce travail-là. Au titre du mois de janvier, au titre du mois de février, ainsi de suite. Donc, normalement, ça va calculer automatiquement le montant de la retenue déclarée. Et vous partez parallèlement dans votre logiciel de comptabilité, bien sûr. Et là-bas, ça suppose que vous avez classé vos différents taux-là par numéro de compte. Ça veut dire que vous ne mélangez pas les différentes retenues. Par exemple, retenue de 25%, vous avez utilisé un compte 4478.
Retenue de 25%, vous mettez dedans. Retenue de 5%, vous mettez dedans. Retenue de 20%. De 2%, si vous faites ça, vous n'allez pas vous retrouver pour pouvoir faire ce contrôle-là. Donc, il faut qu'il y ait un numéro de compte que vous allez spécifier pour chaque type de taux. Voilà, donc pour les 25%, donc vous allez aller filtrer au titre du mois de janvier, quelles sont les retenues de 25% que j'ai eu à faire sur mes fournisseurs. Voilà, si vos enregistrements sont à jour. Si vos enregistrements ne sont pas à jour, vous allez bien sûr le faire sur la base d'un fichier Excel. Voilà, que vous allez tenir parallèlement. Ça veut dire à chaque paiement là, c'est une retenue, il y a ce fichier-là, vous partez remplir toutes les informations que portent sur le fournisseur, le montant de la facture, le montant retenu, ainsi de suite. Donc, si vos enregistrements comptables ne sont pas faits au jour le jour, c'est avec ce fichier Excel-là que vous allez rentrer la partie comptabilisée. Donc, du coup, ça va dégager un écart et ça vous permet automatiquement d'anticiper chaque mois pour pouvoir rattraper le mois suivant, pour ne pas vous retrouver en fin d'année avec des incohérences que vous n'arrivez pas à justifier. Donc, tout le long du tableau, là, vous faites, c'est la même chose, c'est juste des taux différents. Bien sûr, c'est lorsqu'il s'agit d'un non-résident. Voilà, lorsque votre fournisseur, c'est un non-résident, c'est toujours les mêmes comptes parce que ça va dépendre de la nature de l'opération. Mais là-bas, à l'inverse, vous allez juste filtrer les fournisseurs non-résidents. Voilà. Les fournisseurs non-résidents que vous avez dans votre base, c'est que vous allez filtrer. Parce que là-bas, vous allez remarquer que le montant, là, c'est à partir de 0 francs. Voilà, donc c'est à partir de 0 francs que la retenue s'applique. Bon, c'est le même fichier, donc je ne vais pas cliquer sur le lien pour repartir sur le fichier. C'est le même fichier. C'est juste les taux là qui vont différer. Donc, au niveau des entreprises qui relèvent du régime non déterminé, bon, là-bas, ce que nous, on conseille, c'est que vous faites le contrôle là par opération, parce que ça ne sera pas aussi volumineux que ça. Voilà, que vous faites par opération, parce que, bon, pour pouvoir filtrer tout là, ce sera un peu compliqué. Peut-être vous pouvez opter pour les fournisseurs non résidents si vous avez créé des comptes, bien sûr, pour ce type d'entreprise qui relève du régime non déterminé. Donc, et comme conseil pour terminer, nous avons dit bien sûr, avant chaque déclaration, il faut que vous faites un autocontrôle. Si vous avez un supérieur hiérarchique, bon, le supérieur, bien sûr, va faire le contrôle. Mais dans le cas contraire, vous faites un autocontrôle pour vous assurer que c'est bon. Et bien sûr, vous allez aviser votre premier responsable pour qu'il valide également les déclarations pour que vous puissiez faire. Parce que toute déclaration doit être suivie de paiement. Si vous déclarez, vous devez payer. Donc, pour finir, quelques conseils ou bonnes pratiques que nous donnons pour pouvoir faciliter le traitement des différentes retenues à la source. D'abord, nous avons la tenue d'un calendrier fiscal. Donc, le calendrier fiscal, là, ça vous permet déjà de ne pas être surpris du délai de déclaration. Ça va éviter les retards en matière de déclaration. En deuxième position, nous vous conseillons bien sûr le fichier qui est là, comme ça on va vous le partager, que vous ayez également cet état synthétique des différents taux qui s'appliquent selon le cas, voilà, pour ne pas appliquer le mauvais taux également. Et en troisième position, il faut bien sûr suivre de très près les évolutions du Code général des impôts. Comme vous le savez, chaque fin d'année, il y a de nouvelles lois de finances qui sont votées. Et dans chaque nouvelle loi de finances, il se peut qu'il y ait des modifications. Donc, c'est toujours mieux de s'informer, à défaut de se former, bien sûr, voilà, sur ces différentes notions fiscales. Quatrième position, si votre entreprise a les capacités, par prudence, voilà, c'est mieux de pouvoir traiter avec un conseiller fiscal, voilà, que vous allez consulter de temps en temps par rapport à certains cas spécifiques. En cinquième position, c'est comme je le disais lors de la présentation, il faut avoir bien sûr un circuit de vérification et de validation des déclarations que vous devrez faire. Il faut bien sûr s'assurer de la bonne comptabilisation de vos opérations parce que lorsque vous filtrez vos opérations, s'il y a une opération qui est enregistrée là-bas, alors que par nature, cette opération n'est pas imposable à la retenue, donc du coup, vous allez fausser vos différents états. Donc, en cette position, c'est comme on le dit toujours, les impôts, c'est un partenaire d'affaires dans les entreprises. Donc, il faut toujours privilégier et entretenir une communication permanente
avec votre gestionnaire au niveau du fisc. Donc, gestionnaire, que ce soit assiette ou recouvrement selon le cas, selon votre besoin. Voilà. Et comme je le disais lors de la présentation également, c'est de toujours demander une attestation d'exonération ou une attestation de domiciliation fiscale. Si quelqu'un dit que sur lui, on n'a pas opéré une retenue, qu'il envoie l'attestation. À défaut, on opère la retenue. Tant qu'il n'y a pas d'attestation d'exonération, il y a retenue si les conditions sont respectées. Tant qu'il n'y a pas d'attestation de domiciliation fiscale, il y a retenue si les conditions sont respectées. Donc, pour terminer, il faut bien sûr tenir en extra, comme je le disais, si votre comptabilité n'est pas à jour. Mais même si votre comptabilité est à jour, voilà, c'est toujours bien et mieux de tenir en état Excel, voilà, un état de différentes retenues que vous avez fait à chaque paiement. Donc, bon, ça peut ne pas être un état aussi spécifique que ça, parce que dans les entreprises, souvent, il y a des états de suivi des dettes fournisseurs. Voilà, au niveau de cet état de suivi-là, vous pouvez juste insérer une colonne ou quelques colonnes, voilà, pour pouvoir mettre les informations également sur les différentes retenues qui ont été opérées. S'il y a eu des retenues, s'il n'y a pas eu de retenues, ça sera nul au niveau de ces colonnes et cellules. Donc, nous sommes au terme de la première partie de notre présentation. Nous vous remercions pour votre attention. Maintenant, nous allons revenir vers vous pour les différentes questions et également s'il y a des compléments, des partages d'expérience. Je vous remercie. Merci, Monsieur Baliman, pour votre brillante présentation. Et comme je l'ai dit plus haut, je vous encourage à poser les questions. Donc, la parole est à qui veut la prendre. Il suffit juste de lever la main et elle vous sera accordée. Merci. Ça m'a passé, je voyais deux personnes. Il y avait Oui, Auré et puis Sora Stéphane. Stéphane Soura. Oui. Vous avez la parole. D'accord. Bonsoir à tous. Déjà, Bonsoir, félicitations pour la brillante présentation qui est assez édifiante. Et je vous encourage à continuer vraiment dans ce sens. J'ai juste une toute petite question là, parce que souvent sur e-syntax, il faut 10% qu'on ne perçoit pas. Je ne sais pas c'est quoi la conduite à tenir généralement pour ce genre de situation. Mademoiselle Sylvia a bien saisi parce que chez moi, ça fait un peu d'écho. J'ai pas le fond de la question, là, j'ai pas très bien saisi. Je dis souvent sur e-syntax là, le taux de 10% n'apparaît pas lorsqu'on veut faire les déclarations. Pas du coup, comment est-ce qu'on peut s'y prendre si on est face à cette situation? Ok, merci, c'est bien saisi. C'est bien saisi, Monsieur Balima. Oui, parfait. Je crois que c'est Asma au Comporé maintenant. Asmao Comporé. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et j'ai une question. Et par exemple, une entreprise qui produit, par exemple, des t-shirts et qui les imprime, on peut voir que la partie concernant l'impression est considérée comme une prestation de service. Pour cette entreprise qui doit faire peut-être une facture, est-ce qu'on doit voir apparaître sur ces factures et les factures adressées à ses clients, est-ce qu'on doit voir une partie qui est dédiée à la retenue à la source, ou bien cette entreprise n'est pas soumise à la ressource, à la retenue à la source du moins. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. J'ai très bien compris, Madame Comporé. Ok, merci. Merci beaucoup. Rasmani Bagwe. Monsieur Rasmani.
Oui, bonsoir à tous. Merci à M. Balima pour la brillante présentation. Moi, j'ai quelques questions. La première, je voudrais comprendre davantage les articles 220 et 221 du Code général des impôts qui se discutent donc sur les salariés ou qui n'est pas professionnel indépendant. Bon, là, il a parlé un peu de la prestation accomplie occasionnellement. Le mot occasionnellement ici, bon, je n'arrive pas à très bien cerner le mot. Par exemple, je prends un exemple pour un travailleur qui, à son côté, fait de l'assistance comptable et fiscale. Est-ce que ce monsieur-là, il fait ça de façon occasionnelle? La deuxième inquiétude, c'est au niveau donc de la limite. Monsieur Bagré, Oui, excusez-moi, vous pouvez reprendre votre exemple là. J'ai entendu la question, mais l'exemple. ok. Je dis, je prends un professionnel indépendant, un professionnel non indépendant, mais qui fait à son côté, c'est-à-dire des activités parallèles, telles que l'assistance comptable et fiscale au niveau des entreprises, de façon permanente, si je peux le dire. Je voudrais savoir, est-ce que ce monsieur-là rentre dans le cadre, donc cette prestation rentre dans le cadre d'une prestation occasionnelle? Son IFU là, c'est en entreprise ou bien c'est personne physique? Bon, je veux que vous précisiez avant de continuer, quoi, pour qu'on puisse répondre. Son effet, c'est en entreprise. La deuxième inquiétude, c'est par exemple le plafond. Ou bien, comment on appelle ça, le montant minimum pour pouvoir opérer une retenue. Retenue, par exemple, les 5%, et ainsi de suite. Je voudrais savoir, par exemple, les employés ou bien les prestataires qui font des opérations ou bien des prestations de 45 000 jusqu'à. C'est-à-dire, ils sont payés par mois à 45 000 comme ça. Ouais, que ça ne vaut pas les 50 000. Alors que quand on prend, par exemple, à la fin d'année comme ça, au niveau de la balance, c'est-à-dire que son sol là, ça va dépasser les 50 000. Doit-on donc tenir compte de la balance, c'est-à-dire que ces opérations qui vont faire à la fin, ou bien doit-on tenir compte seulement de la facture que nous recevons à la fin, peut-être de chaque prestation? Merci. Merci beaucoup, M. Bagré. Je vous en prie. Il y a mademoiselle Tankwano qui a levé la main. Elle a la parole. Oui, bonsoir, mon cher Balma. C'est pas mademoiselle, c'est monsieur. Autant pour moi, alors, monsieur Tankwano. Ok. Bonsoir, Voilà. monsieur. Ouais. Ma question, c'est en lien avec les personnes relevantes de la RND, ça veut dire le régime non déterminé. Quelles sont les personnes, ça veut dire, je veux un peu une clarification sur la classification des personnes que nous pouvons peut-être le mettre dans le cadre de 2% lors des prestations qu'ils effectuent, ou ceux qui sont classés dans les 25%. C'est par rapport aux coupures des retenues. Quelle solution en cas d'omission? Par exemple, on paye la facture en oubliant d'opérer la retenue. Quelle est la procédure à suivre si on fait une omission au regard d'une omission? Voilà, c'était ma question. Allô, Oui, ça va mieux? vous avez la parole, monsieur. Oui, ça Ok, va. d'accord. Ok. Je disais que pour la base minimale de 50 000 là, pour la retenue, est-ce que c'est cumulable ou pas? Parce qu'il y a des situations où la personne, la même entreprise fait la prestation à 48 000 aujourd'hui et demain la personne fait une autre prestation à 45 000. Est-ce que la deuxième prestation, le montant de la deuxième prestation, on suppose que comme le cumul dépasse 50 000, là, on doit opérer la retenue? Ou bien c'est par prestation qu'on fait attention à la base de 50 000? Je vais commencer avec les réponses. D'accord, il n'y a même pas de souci.
Donc, je crois que la première, bon, Monsieur Dabonnet, on va répondre à ces questions-là. Après, on va reprendre d'autres questions, quoi. Pas de souci. Donc, je crois que la première question est celle de Monsieur Soura. Il demandait à savoir au niveau de e-syntax. Parce que souvent, lorsqu'on rentre, il n'y a pas le taux de 10% sur la plateforme. Comment on fait? Bon, c'est comme on disait là, c'est toujours privilégier une communication parce que au niveau de e-syntax, par défaut, tous les impôts ne sont pas activés. Voilà, toutes les obligations de l'entreprise ne sont pas activées. C'est à la demande au fait du contribuable que l'on active. Donc, il suffit juste de contacter votre chargé d'assiette et lui signifier le problème. Ils vont procéder à l'activation et vous allez pouvoir déclarer. Voilà, mais en attendant, si ça tarde, vous pouvez essayer de négocier avec eux pour faire des déclarations manuelles. Voilà, si ça tarde à leur niveau, bien sûr, quoi. Voilà, mais souvent, ça ne prend pas du temps. Lorsqu'ils activent aujourd'hui, dès demain seulement, c'est disponible. Donc, je crois que votre deuxième question rejoint la question de M. Bagré, on va répondre en même temps, qui demande à savoir lorsque vous opérez avec des fournisseurs pour lesquels, par prestation, le montant ne vaut pas le seuil, mais lorsqu'on cumule au fil, en fin d'année, le montant, voilà, dépasse le seuil. Donc, à ce niveau-là, bon, c'est juste un oubli de précision et de notre part lors de la présentation. Sinon, c'est comme vous l'avez si bien dit, parce que quand on parle de retenue, c'est retenu par prestataire, c'est pas retenu par opération. C'est la retenue à la source par prestataire. Donc, si vous faites une opération aujourd'hui qui est de 45 000, qui ne vaut pas, la prochaine opération, dans la même année, avec ce même fournisseur, vous avez par exemple 50 000. Si vous faites la somme de deux, vous vous retrouvez avec 95 000. Ce que les impôts disent, avant de payer la prestation de 50 000 qui vient de se passer là, vous devrez calculer la retenue sur 95 000. Couper ça sur les 50 000 et puis le payer le reste. Ensuite, ça reprend encore. À partir du moment où vous opérez la retenue à une opération donnée en cumulant les opérations antérieures, ces opérations antérieures-là ne doivent pas être prises en compte encore lorsqu'il y a une nouvelle facture. Voilà, vous reprenez encore, s'il y a une nouvelle facture, si ça ne vaut pas 50 000, vous attendez la prochaine facture, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, mais il y a d'autres qui optent pour fin d'année. Fin d'année, bon, le risque aussi, si on vous demande en période d'année, vous êtes en porte-à-faux avec les textes de loi. Donc, la deuxième question, je crois que c'est celle de Madame Compaoré, qui demande à savoir si la rubrique retenue à la source doit figurer sur la facture du fournisseur. Non, le fournisseur n'a pas l'obligation de mettre la retenue à la source. Voilà, c'est vous, en tant que client, qui devrez savoir que vous devez opérer la retenue. Sinon, il n'a pas l'obligation. Voilà, dans les obligations des factures, là, il n'y a pas cette obligation de signifier la retenue à opérer, même s'il signifie. Parce que souvent, le fournisseur peut signifier que ce n'est pas le bon taux le fournisseur a mis. Donc, si vous vous laissez dans la facilité, vous voulez la facilité, vous allez opérer cette retenue, alors qu'en réalité, ce n'est pas cette retenue qui doit être opérée. Donc, vous oubliez la retenue qu'il a mis même sur sa facture. Là. Vous faites comme s'il n'y a pas de retenue. Vous considérez les montants et de prestations ou bien les montants qui doivent faire l'objet de retenue. Vous calculez votre retenue, vous faites la retenue avant de le payer. Donc, la deuxième question de M. Bagré, qui demandait à savoir, bon, il a posé la question à savoir parce qu'au niveau du texte de loi, M. Bagré n'a pas remarqué le terme occasionnel. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bon, je crois que, parce que quand vous avez dit, j'avais fait sur la base de la loi des finances 2024, là-bas, c'est bien sûr marqué occasionnel. Donc, je croyais qu'au niveau de la loi des finances 2023, le terme occasionnel n'était pas là. J'ai ouvert ça également. Je vais partager mon écran. Je crois que le terme est là. Voici ça. Accomplissant occasionnellement une prestation intellectuelle et qui ne peut être considéré comme un professionnel indépendant. Je crois que c'est bon. Hein? Oui, ça va. L'exemple que vous avez donné à savoir quelqu'un qui possède un IFE entreprise, bon, qui est dans l'assistance
Ça veut dire il fait des métiers un peu similaires à ce que le professionnel indépendant fait. Bon, il faut dire ici, il faut oublier parce que ce qu'il fait ici, c'est pas à titre occasionnel, ça c'est un. De deux aussi, son IFU, c'est un IFU entreprise. Donc, la retenue à opérer, c'est celle de 5%. OK. Voilà, donc il n'y a pas... Parce que si c'était un IFU, par exemple, régime non déterminé, là, il y a problème. Parce que quelqu'un qui prend un régime non déterminé ne peut pas se retrouver à faire de l'assistance avec des entreprises de façon permanente. Voilà, même s'il fait ça, il est en porte-à-faux avec les textes de loi. Donc, quand ça va se savoir, il y aura bien sûr des pénalités ou bien des redressements liés à cette situation. Je crois que la question sur le plafond a été répondue. Il y a mademoiselle Tankwano qui a demandé à savoir à quel moment, c'est pas mademoiselle, mademoiselle Sylvie a fait moi, j'ai écrit mademoiselle, monsieur Tankwano, excusez-moi, qui a demandé à savoir à quel moment on applique la retenue de 2% et à quel moment on applique la retenue de 25%. Je vais revenir sur la partie, la personne n'est pas salariée. Allons au niveau de 2%. Parce qu'au niveau de 2%, il y a une petite confusion là-bas. On dit la personne aussi n'est pas salariée. La personne n'a pas IFU aussi, ça suppose. Mais si vous regardez au niveau de la nature de la prestation, il y a une différence. Ici, c'est une personne qui est rémunérée à temps, selon le temps au fait, à la tâche ou à la pièce. C'est pas par exemple un salarié qu'on paye en fin de mois ou bien des trucs comme ça. C'est bien parce que le premier cas des 25% là, ça veut dire la personne est salariée dans une entreprise et parallèlement la personne a eu à faire une prestation. Mais il n'a pas d'IFU. En ce moment, il n'est pas salarié plutôt. La personne n'est pas salariée, excusez-moi, la personne n'est pas salariée. La personne n'est pas salariée, mais la personne a fait une prestation. C'est une prestation qu'on ne paye pas selon la tâche ou bien ce qu'il a eu à réaliser. C'est comme une prestation intellectuelle en tant que telle, si on peut le dire. Voilà. Donc, la retenue à opérer, c'est 25%. Mais lorsque la prestation de cette personne non salariée-là, c'est quelqu'un qu'on rémunère selon ce qu'il a fait comme travail. Bon, quand il dit ce qu'il a fait comme travail, c'est que c'est quelque chose qu'on peut quantifier. Je prends l'exemple de quelqu'un qui fabrique des briques. Lorsque quelqu'un fabrique des briques, il travaille avec vous. Vous êtes une entreprise, vous l'embauchez pour fabriquer des briques. C'est une prestation qu'il est en train de faire. Mais il est payé selon le nombre de briques qu'il a eu à fabriquer. C'est sur lui on dit que la retenue à opérer est de 2%. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance entre les deux taux là. Il y a M. Ouedraogo pour cette première phase des questions. M. Ouedraogo qui a demandé à savoir lorsque Monsieur vous... Palma, je peux... Oui, vous pouvez ajouter. Voilà, en fait, c'est toujours le cas de 2% là. Est-ce que les prestations intellectuelles d'une personne non salariée, oui, est-ce qu'il est régi par le taux de 25%? Oui. Prenons un exemple, quelqu'un qui fait des sensibilisations. Je prends un exemple dans le projet, des fois vous recrutez peut-être des gens qui font des sensibilisations. Oui. Voilà, c'est de la prestation intellectuelle. Oui. Voilà. Est-ce qu'il est payé sur la base de 25%? Normalement, oui. S'il n'a pas d'IFU. Oui, c'est pour ça que j'ai dit le RND là. Oui. OK. Maintenant, prenons une dame de... OK, j'ai dit prenons maintenant le cas d'une dame de ménage. Une dame de ménage qui vient juste le matin, il nettoie et elle repart chez elle. Ça veut dire chaque jour, elle le fait. Est-ce que cette dame, on la classe dans la catégorie de ceux qu'on applique 25% sur les prestations? Une dame de ménage. Monsieur Balima, je vais répondre. Moi, je vais le classer là-bas. Dans les 25%? Oui. Monsieur Balima, est-ce que tu peux répondre? Non, c'est bon. OK. Oui, qui veut répondre? Expert, vous pouvez parler. Non, c'est bon, c'est bon. Je pense que c'est bon.
Ok. Il n'y a pas de souci. Ok, donc, bien noté, c'est bon. C'est cette clarification que je voulais. En termes de conseils, souvent qu'on donne, lorsque vous êtes face à ces exemples-là, il faut souvent faire des simulations, essayer de voir qu'est-ce qui s'applique normalement. Par exemple, une dame, si on va appliquer 25% sur elle, vous imaginez ce que ça va faire. C'est beaucoup. Maintenant, je crois qu'on peut le prendre en tant que salarié, intérimaire ou quelque chose comme ça. Parce que l'ITS devient encore moindre pour cette dame-là qu'ici on va l'imposer à la retenue. Si vous faites un contrat de prestation avec elle, il y aura forcément la retenue de 25%. Si elle n'a pas diffus, elle n'est pas salariée au-dessus. Donc, pour terminer, M. Ouedraogo qui a demandé à savoir si vous oubliez d'opérer une retenue sur une facture, ça veut dire que vous avez payé le fournisseur, il est parti avec l'argent. Vous n'avez pas fait la retenue. Bon, il y a deux cas qui se présentent. Si c'est un fournisseur que vous travaillez régulièrement avec lui, ce n'est pas un problème. Parce que c'est sûr qu'il y aura des factures qui vont venir. Mais si c'est un fournisseur juste passager, bon, régulièrement, vous ne travaillez pas avec elle, il y aura... En fait, ça va dépendre au fait du fournisseur, de son intégrité. Si vous communiquez avec lui, volontiers, il peut revenir vous remettre le montant de la retenue. Vous allez déclarer puis payer. À défaut, vous serez obligé de suivre un redressement. Si vous ne voulez pas de redressement, vous allez déclarer. Malgré que la facture est passée, vous enregistrez comme charge, mais en fin d'année, vous n'allez pas déduire ça au niveau de votre tube. Et lors de la détermination de votre base imposable en matière d'impôt sur le bénéfice. Et Monsieur Balima, il y a une question ici. Oui. Il y a Monsieur Abdul Aziz Sarnagra qui demande à savoir pour les prestations effectuées par une personne physique indépendante, est-ce qu'il est forcé d'avoir une facture normalisée? Et si oui, quels sont les documents qu'il doit produire? Prestations occasionnelles effectuées par une personne physique indépendante. S'il doit présenter une facture normalisée. Bon, ça c'est... Ça porte un autre, je vais dire un autre thème qui n'est pas forcément lié au retenu. Selon les textes, à l'heure actuelle, tout le monde doit être capable de présenter une facture normalisée. La raison pour laquelle on a créé le régime non déterminé. C'est à vous de voir ce fournisseur-là pour qu'il puisse se conformer par rapport à ça. Les seules personnes qui ne sont pas obligées pour les factures normalisées, elles sont citées. Mais pour le cas dont M. Tarnagda parle là, cette personne-là ne fait pas partie au fait de ces catégories d'entreprises ou bien de personnes qui sont exonérées au fait de la facture normalisée. Donc, c'est beaucoup plus une communication entre vous pour qu'ils puissent trouver une solution. Soit il voit un de ses partenaires qui peut donner la facture ou quelque chose comme ça. Et si vous payez sans que la facture ne soit normalisée, bon, vous vous confrontez également à un risque de rejet de votre facture en cas de contrôle. Il y a M. Rasmane Bagré. Il a une autre question. Monsieur Rasmane, vous avez la parole. Oui. Ok, merci bien à M. Balima. Excusez-moi, M. Bagré. Oui. Je crois qu'il y avait des droits avant celle de M. Bagré. Je ne sais pas si pour eux c'est bon. Il y avait M. Daboné. Je crois qu'il y avait une autre personne. Je ne sais pas si pour eux c'est bon. Parce que quand j'avais commencé à répondre là, il y avait des droits, quoi. Ok, donc M. Daboné a la parole. Oui, alors voilà, bonsoir. Vous Oui, me bonsoir. recevez?
D'accord. Donc, je dis, je suis client et quelqu'un est venu pour faire une prestation. Pour les retenues de 1%, suis-je obligé d'être dans le domaine du BTP, des travaux publics, pour pouvoir lui retenir 1%, ou bien en ce moment, lorsque je ne suis pas dans ces catégories de travaux publics et d'immobilier, là, il faut que je lui prélève 5%. C'est mon inquiétude. Pour moi, on peut continuer avec les questions. Je vais recenser un certain nombre de questions et puis répondre en même temps. D'accord. Il y a Monsieur Soua qui dit qu'il n'a pas bien compris, pardon, le cas de la retenue lorsque la retenue, le cumul de la retenue n'atteint pas 50 000 francs. Il dit qu'il n'est pas, disons, satisfait de... Bon, il peut revenir pour s'exprimer, on va voir c'est à quel niveau il y a le problème. Ok. Oui, mais je Soura peut revenir pour ajouter, comme il y a des compléments qu'on devrait faire, si vous pourrez préciser davantage votre question pour qu'on puisse voir comment apporter des éléments de réponse. Monsieur Soua, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Allô? Oui, on vous attendait faiblement. Oh là là. Allô? Oui, oui. Oui, je disais Quand que vous je n'ai dites pas bien allô, saisi en fait votre explication par rapport aux factures qui viennent se retrouver à la fin qui dépassent les 50 000 là. Vous avez pris l'exemple de la première qui faisait 45 000 et la seconde qui faisait 50 000. Donc, du coup, si j'ai bien compris, vous aviez dit que sur les 95 000, là, on va imposer et puis déduire le montant là sur la facture de 95 000. C'est bien cela? Bon, c'est pas sur la facture de 95 000. Puis sur la facture de 45 000 était payée, sur la facture de 50 000. Oui, bon, sur la facture de 50 000, ça veut dire qu'on applique, si par exemple c'est 5%, on fait 5% des 95 000 là et on déduit ça sur les 50 000 là. Exactement, c'est bien ça. D'accord. Pour le même prestataire? Oui. D'accord. OK. L'interprétation des lois là ne sont pas faciles, hein. Mais merci beaucoup. Je vous en prie. Vous êtes satisfait de la réponse? Oui, bon, ça va, ça va. D'accord. Merci. Il faut ajouter que c'est, comment on appelle, c'est participatif, hein. Donc vos expériences aussi sont attendues sur la question. Il est évident que certainement, il y a des acteurs en ligne qui sont plus experts que nous. Nous avons pris l'option, bien entendu, de partager le peu que nous savons sans avoir la prétention de détenir toute la science. Donc, s'il y a des aspects sur lesquels vous avez des éléments, vous avez des dispositions, vous avez des vécus professionnels qui peuvent profiter aux autres, n'hésitez bien entendu pas à les partager avec tout le monde. Merci. Merci beaucoup, expert Savado. Donc, monsieur Bagré. Mais c'est lui, c'est pas le papa de Daniel. C'est pas le papa de Daniel. Monsieur Yango. Je crois qu'il y a monsieur Bagré qui a levé sa main. Bagré. Bon, si monsieur Bagré n'est pas là, on va répondre à la question de monsieur Davoné. Parce que je crois que... Oui, pardon. Okay. Oui, bonsoir. Merci bien à M. Badima pour la bien présentation ainsi pour ces différents apports. Je voudrais revenir un peu sur les dames de menace. Vous avez, à terme de conseil, vous avez conseillé de peut-être prioriser un contrat de travail au lieu peut-être de la prestation de services qui peut donc coûter 25% du montant de la prestation.
Je voudrais revenir sur ça parce que si on va peut-être considérer cette prestation comme un contrat de travail, bon, est-ce qu'au niveau aussi de la grille salariale qui est imposée par l'État burkinabé, est-ce qu'on n'aura pas aussi des contrôles à ce niveau? Si toutefois la prestation, donc, le montant n'arrive pas à la grille salariale. Maintenant, la deuxième inquiétude, ça c'est peut-être un partage d'expérience, si je peux le dire, c'est par rapport aux inquiétudes de M. Yao, oui, relative donc à la prestation. Je pense qu'à ce niveau, vous pouvez peut-être tenir un petit ici à Nestra concernant ces différents fournisseurs-là et peut-être déclarer ça quand peut-être, quand vous serez peut-être à un montant peut-être satisfaisant, c'est-à-dire qui atteint peut-être au seuil, quoi. Là, vous n'aurez pas à déclarer moins ou plus la retenue. Je ne sais pas si je vais faire comprendre. Oui, merci beaucoup pour l'apport. Merci. C'est par rapport à l'oubli de la retenue, là, si j'ai bien compris. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est bien compris. Merci. Monsieur Tankwan, votre micro est ouvert. Il y a une main, Moumouni Nabolé. Monsieur Nabolé. Oui. Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup pour la parole. Moi, je venais par rapport à la question qui vient de passer là sur les 50 000 et les 45 000. Alors, si j'ai bien compris, c'est comme s'il y a une facture où le montant atteint 50 000, il faut appliquer la retenue de 5%. Et une facture de la même personne où le montant n'atteint pas 50 000, on n'applique pas la retenue. Alors, moi, ma question, c'est de savoir, et si c'est pour une personne dont le montant n'atteint pas les 50 000, mais elle est là pendant les 12 mois de l'année. C'est-à-dire que chaque mois, il amène une facture de 45 000. Chaque mois, il amène une facture de 45 000. Et à la fin de l'année, il est là pendant les 12 mois. Dans ce cas, faut-il appliquer la retenue ou bien on n'applique pas la retenue? Vous pouvez répondre aux questions. Ok. Merci pour toutes les questions. Je crois que la première question, c'est celle de M. Dabonnet, qui demandait à savoir si on bénéficie d'une prestation en matière de travaux publics. On dit que la retenue doit être de 1%. Est-ce que nous, qui ne sommes pas acteurs, nous qui devons prélever la retenue, est-ce que nous qui ne sommes pas dans le secteur BTP, est-ce que nous on opère 1% ou bien on opère 5%? C'est bien ça la question. Si c'est bien ça, il faut savoir que moi, lors du début, on a dit celui qui retient la retenue, c'est tout fournisseur au Burkina Faso, qui réside au Burkina Faso. Il n'y a pas d'autre critère. À partir du moment où tu as une entreprise enregistrée conformément au texte de loi et que tu as ton siège social au Burkina Faso, bon, pas forcément siège social, par exemple si c'est annexe, des trucs comme ça. Dans tous les cas, tu as un établissement au Burkina Faso qui a un numéro IFI tout, tu appliques 1%. Voilà, c'est avec la personne avec qui, le fournisseur avec qui tu traites là, c'est lui son statut qui peut changer le taux de la retenue, mais pas toi ton statut. Pour M. Bagré, bon, qui revenait un peu sur le conseil que nous on avait donné en matière au niveau de la ménagère, si on le prend sous salarié, est-ce qu'on ne serait pas confronté à un problème avec le social? Bien sûr qu'on serait confronté à un problème avec le social. Ça, c'est normal. Voilà, donc ça dépend. Si votre salaire ne vaut pas, bon, peut-être trouver d'autres stratégies. Voilà, ou bien prendre ça malgré le risque aussi. Parce qu'il y a deux risques. Il y a un risque fiscal et un risque social. C'est à vous maintenant de voir le risque dans lequel vous vous sentez aisé. Voilà, mais le mieux, si possible, c'est un peu de rehausser bien sûr son salaire
voilà, et de le prendre en tant que salarié. Parce que je crois que le SMIC, à moins que je me trompe, je crois qu'actuellement c'est 45 000, si c'est bien ça. À moins que je me trompe. Voilà, donc, selon ce que je sais, je crois que c'est 45 000. Pour une personne qui n'a aucune qualification, bien sûr. Pour finir, la question de M. Naboulé, qui revenait sur la notion de prestataire avec qui on traite tout au long de l'année. C'est comme on l'a dit, parce que le prestataire dont vous faites cas ici, ça suppose qu'il y a un contrat de prestation, voilà, qui vous lie. Il y a un contrat de prestation qui vous lie. C'est à vous de déterminer dans le contrat ce qui est le mieux à faire. Vous pouvez laisser complètement en fin d'année opérer la retenue. Sinon, en matière, si la retenue doit s'opérer ou pas, la retenue doit s'opérer. Parce que si on va cumuler son montant total tout au long de l'année, là, ça va excéder les 50 000. Donc, la question ne se pose pas si la retenue doit s'opérer ou pas. La retenue doit s'opérer. Maintenant, à quel moment vous opérez la retenue? C'est comme j'ai dit, selon la loi, lorsque vous traitez avec quelqu'un et que les factures que vous avez eu à faire avec lui n'atteignent pas les 50 000, il n'y a pas de problème. Si vous vous en tenez à cette opération seulement. Maintenant, s'il y a une deuxième opération avec la même personne et que lorsqu'on fait la somme des deux factures, on se retrouve à dépasser les 50 000. À partir de cet instant-là, vous devrez opérer la retenue. Sur le montant des factures passées plus la facture actuelle, le montant de la retenue, là, vous imputez ça sur le paiement que vous devrez opérer pour vous le payer. Et puis, ça reprend encore. Maintenant, ça, c'est fatigant pour un comptable, par exemple. Donc, vous pouvez décider de le faire en fin d'année, mais en fin d'année, il y a un risque fiscal. Voilà, qui est là, même si elle est minime. Le risque est quand même là. Donc, c'est à vous de décider si vous allez le faire en fin d'année ou bien vous allez le faire progressivement. C'est vous maintenant, vous regardez ce qui semble beaucoup plus aisé. Mais vous pouvez le faire en fin d'année parce que le risque est minime en tout cas, en la matière. Le risque est minime. Sinon, la retenue s'opère, ça, il n'y a pas de débat dessus. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, M. Naboulé, ainsi qu'à la question de tous les autres. Et M. Naboulé a levé sa main encore, oui. Oui, vraiment, j'ai compris. Mais maintenant, si on doit cumuler pour faire la retenue, est-ce qu'il y a un article qui parle ça? Par exemple, si le prestataire dit que lui n'est pas d'accord, est-ce que moi, j'aurai un article pour prouver que c'est ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il y a un article qui parle de ça? Allez voir au niveau des textes de loi. Je n'ai pas bien compris. On va aller ensemble au niveau des textes de loi voir. Ok. Donc, déjà, Monsieur Balima, c'était quoi la question? ça, Je t'ai déconnecté. Oui, M. Sardo. C'est quoi la question, s'il te plaît? Je t'ai déconnecté. En fait, la question, si on peut cumuler c'est à savoir si les prestations. S'il y a un texte de loi oui, qui dit clairement que les montants, les prestations qu'on a eu à faire avec un prestataire au fil de l'année, là, est-ce qu'il y a un texte de loi qui dit clairement qu'on doit les cumuler et puis opérer la retenue? Déjà, puisque la déclaration n'est pas annuelle, la déclaration est systématiquement faite chaque mois. Donc, je ne vois pas sur quel fondement on va aller dans le sens du cumul annuel. Déjà, a priori, à la fin du mois, on doit établir la situation des prestations pour lesquelles on a payé les factures, procéder à la déclaration et puis au paiement de la retenue à la source. Donc, il n'y a déjà pas de base en dehors de ce cadre-là pour aller dans le sens du cumul en fin d'année. Maintenant, si les gens, dans la pratique, vont dans ce sens pour des questions d'optimisation de la gestion de leur trésorerie, ça, c'est une pratique, bien entendu, pour laquelle déjà on s'expose au risque de redressement. Mais derrice, de mon point de vue, ce n'est pas comme si c'est un fondement, c'est juste des choix avec pour conséquence potentielle qu'on soit redressé. Et en étant conscient de cette réalité-là, on fait le coup d'opportunité entre les éléments liés à la trésorerie qu'on aurait à perdre, à procéder aux déclarations périodiques conformément aux dispositions réglementaires et au paiement,
Et puis l'option, bien entendu, parce que ça nous aurait échappé ou parce que délibérément on a décidé de le faire pour procéder, bien entendu, à un regroupement annuel et puis à la déclaration et au reversement des retenues à la source concernant un prestataire concerné. C'est ce que j'ai comme réponse par rapport à cette préoccupation. Merci beaucoup, M. Sawadogo. Je crois que ça résume tout, hein. Ça résume tout ce qu'on a dit. Voilà. Si vous décidez de le faire en fin d'année, bien sûr, c'est un risque que vous prenez. Voilà. Et vous êtes conscient, bien sûr, de ce risque-là. Mais c'est vous qui décidez de le prendre. Il n'y a pas de texte de loi qui vous permet, bien sûr. Voilà. Mais je crois, mademoiselle Sylvie, je crois qu'il y a des questions. On peut les prendre. Moi, parallèlement, je vais essayer de voir s'il y a un texte de loi qui dit clairement ça, parce que c'est selon la doctrine, parce que en plus du Code général des impôts, il y a ce qu'on appelle la doctrine fiscale. Voilà, souvent, ces différentes subtilités-là, c'est au niveau de la doctrine qu'on peut voir ça. Voilà, donc peut-être après, on peut vous partager ces différents documents, parce que la doctrine est volumineuse. Même si on va essayer de fouiller, peut-être on ne va pas voir ça aujourd'hui. Mais on va essayer de voir si on arrive à trouver, on va le présenter. Dans le cas contraire, on va vous le partager. Vous aussi, vous allez vous documenter sur ça. Et il y a une question de Yamuro Edli. Et je crois qu'on va prendre cette question et puis nous allons clôturer. Et mademoiselle Edwige Yamuro, pour une entreprise de PTP qui engage un consultant pour un appui à des travaux d'extension, elle demande si la retenue est 5% est reversée chaque mois ou en fin d'année. Je crois que c'est cette question que l'expert vient de répondre. Je crois que c'est cette question que l'expert vient de répondre. Je crois que la réponse est déjà là. Hein. C'est bien ça, madame. C'est ça. Il faut regarder juste la fréquence des facturations et des paiements. Si vous facturez chaque mois, vous posez un problème de facturation déjà et après, vous procédez au paiement de la facture. Et comme la retenue doit être opérée au paiement, bien entendu, de mon point de vue, la question de la retenue à opérer là, systématiquement à la cadence de la facturation éventuelle. Alors, je crois que cette question est répondue. Merci beaucoup, expert. Je disais que comme on est à la fin, je vais laisser mademoiselle Sylvie conclure. Maintenant, par rapport à ce que M. Nabolé signifiait là, on va vous partager les documents. Voilà, vous allez essayer de vous documenter. Parce que c'est dit en tout cas, probablement au niveau de la doctrine. Pour conclure, nous pouvons retenir que la retenue à la source est une retenue qui est opérée sur tous les fournisseurs qui ne disposent pas d'une attestation d'exonération. Nous avons deux types de retenues à la source, les retenues à la source libératoires et les retenues à la source non libératoires. Donc, il est important de faire une différence entre ces deux sortes de retenues pour pouvoir appliquer les différents taux demandés par la législation. Mais maintenant, afin de minimiser les risques de redressement, il est important de déclarer les retenues dans les délais prescrits par la législation, de les reverser toujours et de toujours faire un contrôle des déclarations avant de les valider sur la plateforme. Je crois que nous sommes à la fin de cette session. Merci à tous pour votre aimable attention et j'espère vous retrouver sur différents webinaires. Merci, je vais laisser la parole à M. Justin Pedro. Merci beaucoup, M. Balima. Également, merci beaucoup à Mademoiselle Sylvie. Merci à tous pour votre participation active et votre intérêt tout le long de ce webinaire. Nous espérons que les échanges ont été fructueux pour chacun. Maintenant, comme j'aime le rappeler à chaque webinaire, nous sommes toujours à la recherche d'experts qui aimeraient vraiment partager leur connaissance avec notre communauté. Et c'est ouvert. Si vous êtes intéressé à partager, vous pouvez nous contacter par WhatsApp ou par mail. J'ai déjà partagé les différentes informations dans le chat et nous allons voir en fonction de votre disponibilité et de la pertinence de votre thème
quels sont les créneaux disponibles pour vous programmer. Merci beaucoup et on se retrouve à la semaine prochaine pour le prochain Café des Alliés numéro 14. Bonne soirée à tous.